La planification familiale réduit de 30% la mortalité maternelle et de 10% la mortalité infantile. Elle contribue à l'autonomisation de la femme en améliorant notamment son accès aux systèmes sociaux de base dans l'éducation, la santé, la nutrition et même l'emploi. Les multiples avantages de la planification familiale, on en parle dans Check-up juste après ce dossier. En République démocratique du Congo, chaque minute, une femme meurt en donnant la vie. Des décès qui sont pour la plupart liés au manque de planification familiale. Avec une population estimée à 70 millions d'habitants, la RDC est un pays à fort taux démographique, une démographie qui ne peut être maîtrisée que par la planification familiale. Mais il a été prouvé que seulement 6 femmes congolaises sur 100 pratiquent la planification familiale. Pour preuve, cette jeune femme enceinte et mère de 8 enfants avoue ne pas avoir le temps pour cette pratique. J'accouche sans problème et je n'utilise pas les méthodes de planification familiale parce que je n'ai pas le temps d'aller écouter les conseils. D'autres par contre reconnaissent les avantages liés à cette méthode. Je suis mère de 5 enfants. Le premier a 12 ans. Là où j'habitais, je bénéficiais des conseils de la part des mamans de l'ABF. Avant d'avoir mon dernier bébé, j'ai utilisé une méthode de planification familiale. Ça m'a aidé à bien suivre mon cycle. Elle nous enseigne comment prendre soin de l'enfant, bien planifier pour notre bien-être, ainsi que celui de l'enfant pour ne pas souffrir. Un autre problème majeur est que le taux des prévalences contraceptives est faible. Ceci parce que le pays ne dispose pas d'assez de structures qui offrent des services de planification familiale, ainsi que le manque d'informations et des moyens alloués à ces secteurs. Et pourtant, ces derniers temps, la jeunesse est très exposée sexuellement. Ma première grossesse était un accident. Après, j'ai rencontré un autre homme et je suis encore tombée enceinte. Je ne m'attendais pas à ça. Deux fois j'utilisais le préservatif et deux fois non. Mais je n'ai jamais compris comment cela est arrivé. Je calcule bien mes dates de règles. C'était seulement une erreur. Investir maintenant dans la planification familiale va d'ici 2015 sauver la vie de plus de 18 000 femmes, 868 000 enfants seront épargnés et plus de 3,7 millions de dollars seront épargnés chaque année. Spécialiste dans le domaine de la planification familiale, chef du projet PF à l'ONG Sea Change, Madame Flora Chiruissa est notre invitée sur ce plateau. Bienvenue Madame. Merci. Madame, pour commencer, c'est quoi la planification familiale? La planification familiale est un domaine de la science qui s'intéresse à la planification des familles, comme le mot l'indique, donc aux naissances, à la planification des naissances. Lorsque vous dites la planification des naissances, donc vous demandez aux femmes de faire quoi? De faire moins d'enfants que possible ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement? Non, ce n'est pas un problème de faire moins ou plus d'enfants. C'est un problème de faire des enfants à un moment voulu, à un temps voulu, pour que le corps puisse s'adapter aux naissances. Quel est l'âge à peu près? Oui, selon la maturation de la femme, selon sa maturité, d'abord nous savons que même les législateurs ont mis l'âge de maturité à 18 ans. Alors l'âge normal pour qu'une femme commence à faire les enfants, c'est 19 ans. Parce que là, elle a maintenant la maturité biologique et physiologique et physique pour commencer à faire des enfants. Est-ce qu'il y a-t-il de conséquences néfastes pour les femmes qui n'ont pas encore une maturité et qui ça donne déjà une vie sexuelle active et qui ont des enfants? Est-ce qu'il y a-t-il de conséquences néfastes? Oui, bien sûr qu'il y a plus de conséquences. Par exemple, si quelque chose n'est pas prêt à recevoir un produit, si le corps n'est pas prêt à recevoir un produit de la conception, le corps va réagir. Et très souvent, le corps réagit. Parfois, la grossesse ne se développe pas bien. Parfois, l'accouchement se passe très difficilement. Alors, on parle à ce moment-là de grossesse à risque.
Madame, les spécialistes, vous êtes également spécialiste en domaine de la planification familiale, disent que la planification familiale arrive au fait à autonomiser la femme et même à faire à ce qu'une société puisse bien se développer. Comment est-ce que vous expliquez cela? D'abord, nous devons commencer par le départ. Dans la vie, nous avons l'homme et la femme. C'est de l'union de ces deux êtres que naissent les enfants. Les enfants, selon le corps de la femme a été fait de telle façon que les enfants viennent à un tel rythme, normalement. Les rythmes qui permettent à la femme d'être en bonne santé, de jouir du produit de la maternité, de s'occuper du bébé, de nourrir le bébé et de recommencer ses activités habituelles. Parce que ce que nous ne savons pas souvent, c'est que quand on est enceinte, c'est un état physiologique normal. Mais c'est le corps de la femme, avec tous les sels minéraux, avec toutes les vitamines, avec tout ce qui comporte le calcium et tous les phosphores, c'est ce qu'il y a dans le corps de la femme qui nourrit l'enfant. Donc la femme transmet une partie des produits de son corps pour nourrir l'enfant. Quand elle a nourri l'enfant, aussi à l'accouchement, il y a le problème du sang. Donc la femme aussi perd le sang en accouchant. Parce que c'est un phénomène. L'accouchement, c'est un phénomène. Alors, on voit que quand le corps a connu un tel travail, comme on l'a dit d'ailleurs, c'est vraiment le vrai travail de la femme. Il faut que le corps se repose, il faut que la femme mange bien, il faut qu'elle soit à mesure de reprendre correctement ses activités normales. Une autre chose aussi que nous voyons qui a été mise chez la femme doit pouvoir allaiter l'enfant. Ouais. Parce que la meilleure nourriture pour l'enfant, pour un être humain qui vient, c'est le lait maternel. Alors, il faut que la femme puisse continuer à allaiter l'enfant, puisse fabriquer ses laits et puisse être bien nourrie, se reposer. Et à un certain moment, elle doit reprendre aussi sa vie normale de ménage, sa vie de travail, ainsi de suite. Mais quand est-ce que la planification familiale intervient dans le développement de la société? Oui, la planification familiale intervient dans le domaine du développement de la société parce que la société est faite des humains. Et les humains doivent être organisés. C'est comme on dit, la gestion de la cité. Par exemple, il faut d'abord qu'il y ait un homme et une femme, il faut qu'ils aient une maison, il faut qu'ils aient les matériels dans la maison, il faut qu'ils aient la nourriture, le travail, beaucoup de choses. Maintenant, comment on va perpétuer la race si on ne fait pas des enfants? Parce que c'est l'homme et la femme qui, par l'acte sexuel, font des enfants pour perpétuer la race. Maintenant, si on perpétue la race, parce que ce sont les hommes qui développent, le pays ne peut pas se développer soi-même. Le pays est développé par le travail des hommes, par le travail des humains. Les hommes et les femmes, ils travaillent. Par exemple, il y a des signes de développement, les signes économiques. Le premier signe de développement, c'est qu'on doit avoir assez de nourriture. Donc, on doit avoir l'autonomie alimentaire. Et comment veux-tu qu'on puisse travailler? Il faut qu'on puisse travailler la terre. Il faut que la terre produise des aliments. Pour qu'on puisse bien travailler la terre, ce sont les humains qui travaillent la terre, ils doivent avoir la force. Alors, tous ces développements, sans compter tout le reste du travail, et le travail aussi scientifique, pour concevoir, par exemple, quand vous voyez qu'on a tracé la route quelque part, on l'a tracé parce qu'il y a des gens qui ont d'abord travaillé pour savoir où est-ce qu'on va passer la route pour tel et tel problème. Donc là, par là, sans vous interrompre, Maman Flora, par là, vous voulez dire que la femme doit planifier pour bien s'impliquer dans le travail de la société? Oui, la femme d'abord doit planifier pour bien s'impliquer dans ses devoirs de ménage, dans ses devoirs de la femme, parce que c'est la femme qui donne des enfants. La femme doit pouvoir faire des enfants sains, des enfants forts, des enfants en bonne santé, qui grandissent et qui vont aussi participer au développement du pays. Ça, c'est le premier travail de la femme. La femme doit veiller à la nourriture, parce que la nutrition est un point très très important de l'homme. Si une personne humaine n'est pas bien nourrie, en tout cas, elle a des problèmes de santé. Donc la femme doit aussi participer à cela. Je vous ai dit qu'elle participe d'abord avec son propre corps, ce qu'elle a en elle. Les vitamines, les sels minéraux, l'eau, le sang, tout, elle participe d'abord avec ça. Après, elle participe pour la nutrition de l'enfant.
Maintenant, vers la fin, la femme, c'est une personne active comme toutes les femmes, comme toi et moi. Nous avons étudié, nous sommes en train de travailler. Et quand la femme doit aussi participer au travail. Pourquoi souvent dans nos pays, il y a le sous-développement? C'est parce qu'il y a toute une énergie féminine qu'on laisse sans travail. Parce que vous voyez maintenant qu'on parle de parité, on parle de travail de la femme, on parle de ceci. Il faut que la femme aussi participe au développement. C'est une obligation. Mais Maman Flora, il y a certaines femmes qui rencontrent des problèmes dans leur milieu de travail parce qu'elle est enceinte et qu'elle doit demander un congé de maternité. On lui dit, il faudrait choisir, soit c'est le mariage, soit c'est le travail. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ce genre de contraintes que rencontrent les femmes? Voilà, les femmes rencontrent des contraintes parce qu'elles ne pratiquent pas la planification familiale. Toi, tu t'es fait engager dans un travail, mais tous les 9 mois, tu dois partir. Tous les 10 mois, tu dois partir pour 4 mois. L'entreprise aussi doit produire. L'entreprise va te dire Mais si, par exemple, la planification familiale est bien menée, la femme va avoir le temps de se reposer. Et voilà, si tu fais une grossesse, tu es en train de fabriquer un enfant, tu commences à allaiter l'enfant, tu n'es pas à 100% active pour le travail. Maintenant, après, encore dans 10 mois, tu mets un enfant. Après 2-3 mois, tu recommences encore la grossesse. Tu n'as pas encore fini de nourrir un enfant, tu commences un autre enfant, sans compter les soucis de tous les jours. Alors, les soucis de la famille, les soucis du travail, les soucis de la vie, vous voyez que l'entreprise voit que c'est vraiment très lourd. Mais si nous voyons dans un milieu où les femmes espace bien les naissances, où l'entreprise aussi, parce que l'entreprise a aussi le devoir de participer à la planification familiale. L'entreprise a le devoir de faire les soins médicaux aux travailleurs et à leur famille. Alors là aussi, le devoir de mener à bien pour que les femmes puissent faire des enfants. Parce que si on bloque que les femmes ne peuvent plus faire des enfants, il n'y aura plus de société. Madame Flora, en République démocratique du Congo, il est démontré que le taux de prévalence contraceptive est trop faible, à 5% actuellement. Est-ce qu'on doit dire que le travail n'est pas bien fait sur le terrain? Je ne dirais pas que le travail est bien ou mal fait, mais le travail n'est pas fait d'une façon optimale. Pas fait d'une façon optimale nous montre un résultat qui n'est pas suffisant. Bon, par exemple, nous sommes 68 millions d'habitants. Alors, si de ces 68 millions d'habitants, nous avons 51% de femmes. Parmi ces 51% de femmes, il y a 30% qui sont en âge de faire des enfants maintenant. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Si, par exemple, vous deviez servir 20 millions de femmes, admettons, je donne ça comme chiffre. Si vous devez servir 15 à 12 millions de femmes et que vous pouvez seulement servir 1000, même si votre travail est de qualité, elle n'est pas optimale. Parce que vous devez atteindre toute la cible pour pouvoir faire ce travail. Lorsque vous dites servir ces femmes comment? Nous parlons des besoins satisfaits, des besoins non satisfaits des femmes. Qu'est-ce qu'un besoin non satisfait veut dire qu'une femme est en âge de reproduction, elle a besoin d'espacer la naissance, mais elle n'a pas les services de planification familiale. Pour plusieurs raisons, peut-être dans son quartier ce n'est pas organisé, peut-être elle n'a pas accès, peut-être on ne l'a pas suffisamment informé. Donc nous voyons que le service n'est pas donné, donc la planification familiale n'est pas pratiquée comme elle devrait se faire. Mais est-ce que chez nous, en République démocratique du Congo, y a-t-il des services de planification familiale adéquats pour pouvoir recevoir des femmes et même instruire les couples sur la planification? Si, il y a des services adéquats, mais ils sont très très peu nombreux. Vu qu'il y a un nombre trop petit de ces services, il n'est pas visible. Parce que d'ailleurs, souvent, vous avez travaillé avec moi. Je vous ai souvent dit, il faut rendre la planification familiale visible, il faut assurer la visibilité. Ce n'est pas seulement le fait de parler, non, ce n'est pas le parler seulement. Il faut faire des services de planification familiale qui soient accessibles aux femmes dans leur milieu de vie. Il ne faut pas qu'une femme marche 30 km pour aller chercher un service de planification familiale. Il ne faut pas qu'une femme arrive dans un service qu'elle attende 4 heures, 5 heures pour avoir la première personne qui va s'adresser à elle. Donc vous voyez que ce sont des services qui demandent une certaine technicité, une certaine organisation.
5% de taux de prévalence contraceptive, c'est faible, mais quel est le pourcentage qui démontre qu'un pays évolue bien dans le secteur de l'APF? Oui, c'est trop dire. D'abord, quand vous voulez une prévalence, il faut commencer par 20%. Alors là, vous commencez maintenant à progresser. Pourquoi j'ai rigolé? Parce que là, je te dis 20% et tu vois 5%. Et puis, il faut savoir que la prévalence ne monte pas vite. Vous pouvez travailler beaucoup, vous verrez que même vous êtes à 0,5% ou bien 1%. Il faut commencer par monter la prévalence dans un pays à 20%. Après 20%, maintenant, vous commencez à travailler. Vous pouvez aller jusqu'à 30, 40, 50%. 50% de prévalence veut dire que vous êtes en train de faire la satisfaction aux besoins de planification familiale pour les femmes. À ce moment-là, vous allez connaître aussi. Vous avez dit ici que ça diminue de 30%. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les pays où seulement en mettant un service optimal de planification familiale efficace et efficiente de planification familiale, ils sont parvenus à se développer. Ils sont dans des pays émergents. Pourquoi? Parce que la population est organisée. Quand une population n'est pas organisée, quand les familles ne sont pas organisées, vous voyez ce que nous voyons, les enfants qui sont à la rue, les enfants qui ne sont pas bien nourris, les enfants à gauche, les femmes qui ne sont pas, en bonne santé, et tout le monde commence à se plaindre. Même si le gouvernement fait n'importe quoi, on se plaint. Alors à ce moment-là, si on commence à se plaindre, allons voir comment les familles sont organisées. Nous disons ceci dans la spécialité de la planification familiale. Si vous avez un quartier avec 1000 familles, si sur les 1000 familles, il y a 850 familles qui ont des désordres, qui sont désorganisées, pas de bonne nourriture, pas de prise en charge des enfants, pas quoi, qu'est-ce que vous allez dire de ces quartiers? Tout le monde va dire, ce quartier-là, vraiment ce quartier-là, ça ne va pas. C'est la même chose que les pays. Si vous n'êtes pas organisé au plan des familles, le pays est constitué d'abord de couples et de familles. Après, de constituer des communautés, des quartiers, ainsi de suite. Oui. Alors, si vous ne tenez pas compte d'une organisation, les gens, on dirait comme ils se cognent des têtes, tu regardes là-bas. Alors, l'eau du voisin passe chez toi, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ceci. Parfois, beaucoup de choses se passent qui montrent que la planification familiale n'est pas dans ces pays-ci. Madame Flora, toujours en République démocratique du Congo, chaque 30 minutes, une femme meurt en donnant la vie. Et parmi ces décès, on note les adolescentes. Est-ce que vous pensez que ces filles qui veulent avoir une vie sexuelle active peuvent bénéficier de la contraception ou des méthodes de planification familiale? Bon, les filles, nous disons que la planification familiale est accessible à tous. Parce que d'abord, la planification familiale n'est pas seulement pour les personnes sexuellement actives. Nous avons d'abord, nous divisons les gens qui ont besoin de la planification familiale en 3 groupes. Il y a d'abord les futurs géniteurs, donc les jeunes et les enfants qui ne sont pas encore en train de faire des enfants, qui n'ont pas encore commencé leur vie sexuelle active. Nous avons maintenant les géniteurs actuels. Les géniteurs actuels, c'est le groupe qui est sexuellement actif, qui est en train de faire des enfants. Nous avons les géniteurs, les anciens géniteurs, qui ont fini de faire des enfants, mais qui peuvent influer sur les géniteurs actuels. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes? Parce que vous parlez des jeunes. Malheureusement, nous constatons un phénomène. Les jeunes filles commencent à faire des enfants trop tôt. Elles ne sont même pas capables de soigner ces enfants, le corps n'est pas prêt. Il y en a des filles qui ont 13, qui ont déjà un enfant, qui ont 14 ans, qui ont déjà un enfant, ce n'est pas admissible. Alors, maintenant, toutes ces personnes, et celles qui n'ont pas encore commencé à faire des enfants, et celles qui ont fini de faire des enfants, tout le monde a besoin de la planification familiale. Parce que, tu sais, ma fille, la planification familiale n'est pas seulement les méthodes. La planification familiale, c'est un état d'âme, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit qui vous met à l'aise, qui vous met vraiment dans votre peau de l'humanité. Parce que vous êtes né, vous avez grandi, vous êtes en train de vous reproduire, soyez à l'aise dans la reproduction. Mouvement Flora, en tant que championne, est en train de contribuer également à la campagne que mène le programme national de la santé des adolescents pour sensibiliser au fait la jeunesse sur les grossesses non désirées et précoces. Comment est-ce que la jeunesse peut faire pour pouvoir éviter ces grossesses précoces et non désirées?
D'abord, la première chose, avant de m'adresser à la jeunesse, c'est une très bonne question qui m'est adressée. Il faut d'abord demander aux parents comment vous préparez vos enfants à être parents de demain. Donc, il faut d'abord que les parents, hommes et femmes, quand vous êtes en train de faire des enfants, vous soyez responsables de ces enfants. J'entends souvent ici dans les pays, on dit « Oh, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne. » Effectivement, c'est Dieu qui les donne. Mais Dieu ne vous dit pas de faire des enfants et d'en être irresponsable. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous avez donné les enfants, vous devez avoir la responsabilité. Ça, c'est au niveau maintenant d'abord des parents. Quand nous voyons maintenant au niveau des enfants et les éducateurs, les éducateurs, chaque école qui a des enfants, qui a des jeunes, doit pouvoir avoir les soucis de savoir comment ils se développent sur le plan sexuel, sur le plan de la reproduction. On ne peut pas dire nous on ne fait pas ça. Ça vraiment, ça serait une irresponsabilité. À ce moment-là, vous savez qu'aujourd'hui, les filles commencent à voir la maturation sexuelle plutôt que la maturation de faire des enfants. Donc vous pouvez commencer à faire des enfants à 19 ans, mais vous avez les règles à 11 ans, à 10 ans. Alors, et pourtant, quand vous avez les règles, si vous ne faites pas très attention, si vous commencez à faire des activités sexuelles sans contrôle, à ce moment-là, vous pouvez faire des grossesses non désirées, vous pouvez même avoir des maladies qui ne sont pas, à ce moment-là, les maladies de la jeunesse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous disons d'abord que tous les jeunes, tous les enfants doivent être informés. Quand je parle des enfants, tout le monde se moque. On dit non, non, ce sont des choses de grandes personnes. Mais n'oubliez pas qu'il y a un enfant de 5 ans où sa maman quitte la maternité et demande « Maman, où est-ce que tu as été trouver le bébé ?» Ou bien pourquoi ton ventre est gros? La maman doit pouvoir répondre. Si aujourd'hui tu réponds comme ça banalement que ah, j'ai été là-bas, j'ai acheté l'enfant, ou bien j'ai les enfants dans les choux, ou bien je ne sais pas trop quoi, l'enfant garde ça. Et les jours qui saura que tu l'as trompé, que l'enfant passe par la grossesse, ça sera très difficile. Donc chaque âge a son éducation. Maintenant, arrivons aux jeunes. Nous avons trois messages pour les jeunes. S'il vous plaît, les jeunes qui n'ont pas encore commencé une vie sexuelle active, ils ont intérêt de retarder les activités sexuelles jusqu'au moment où ils soient dans la maturité et dans la vie commune acceptable. Nous avons la deuxième catégorie, c'est les jeunes qui sont sexuellement actifs aujourd'hui. Les jeunes sexuellement actifs aujourd'hui doivent nécessairement d'abord s'enquérir des problèmes de la planification familiale, être informés, voilà notre devoir. Après être informés, ils doivent savoir comment prendre une méthode qui leur permette de ne pas être enceinte. Sans compter qu'il y a le VIH-Sida, sans compter qu'il y a les maladies sexuellement actives et sexuellement transmissibles, qui plus tard peuvent même, tous ces éléments peuvent donner la stérilité dont on réclame aujourd'hui. Maintenant, les autres, donc il y a aussi une autre catégorie. Parce que je commence à en parler de cette catégorie parce que la volonté de l'homme parfois est difficile. Une fois j'ai commencé à parler, c'est vous-même les journalistes, vous m'avez posé la question. J'ai dit que qui a bu boira. Comprenez bien que si vous avez commencé à faire les activités sexuelles, il est très difficile d'abandonner. Selon votre volonté. Même si vous voulez abandonner, demain vous pouvez encore retomber. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il y a une question morale, une question spirituelle également. Parce que vous pouvez, si vous êtes jeune, si vous voyez que vous êtes déjà, vous avez trébuché, vous vous remettez sur la voie normale de la morale, de l'éducation correcte, d'une éducation spirituelle. Là, vous pouvez encore être protégé contre tous ces effets, tous ces méfaits-là. Madame Flora, quelles sont les méthodes de contraception disponibles en République démocratique du Congo? Toutes les méthodes possibles sont disponibles en République démocratique du Congo. D'abord, nous avons les méthodes dites naturelles. Ils sont disponibles. Mais les gens ne savent pas les utiliser. Mais ce sont des méthodes disponibles. Nous avons quelques méthodes traditionnelles. Ils sont aussi disponibles. Mais c'est la famille qui doit savoir comment éduquer les enfants pour ce groupe de méthodes. Pour le moment, les femmes s'arrêtent à dire « ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas ». Quand vous dites aux jeunes « ne faites pas », ils vont essayer de faire.
Ils vont essayer de faire pour savoir qu'est-ce qu'on nous défend. Maintenant, nous avons les méthodes dites modernes. Nous avons des méthodes, toute une gamme de méthodes, mais ce sont des méthodes qu'il faut apprendre. Quand vous allez dans des cliniques, vous devez vous faire consulter. Aujourd'hui, très souvent, on parle que il y a des inconvénients, oui, il y a des inconvénients si vous ne vous prenez pas correctement. N'importe qui, si vous prenez, parce que ce sont des produits, ce sont des méthodes. Si vous allez parce que votre collègue a dit ça, c'est bon, vous aussi vous allez vous prenez, ou bien vous ne voulez pas consulter, vous faites à votre tête, là vous pouvez avoir des éléments désagréables. Mais il faut toujours consulter avant de prendre une méthode. Et pour finir, Madame Flora Chiruissa, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les avantages qu'offre la planification familiale? D'abord, nous avons les avantages sanitaires pour la mère et pour l'enfant. Nous avons l'autonomisation de la femme comme on l'a vu. Nous avons aussi pour les papas, parce que les enfants sont bien nourris, les enfants sont bien habillés. Vous avez suffisamment de moyens de les élever. Parce qu'ils viennent trop vite, à peine vous avez dépensé pour un enfant, à peine un autre arrive, vous risquez, même si vous avez du travail, de ne pas arriver. Nous avons des avantages de santé, des avantages de l'autonomisation pour la femme, les avantages aussi qu'elle peut étudier, elle peut vaquer à d'autres occupations d'une façon correcte. Si elle est dans une entreprise, elle aura l'avantage de garder son travail parce que la planification familiale l'aide à espacer les naissances. Pour les hommes également, parce qu'un homme qui a des problèmes à la maison, c'est un homme qui est malade. Ne croyez pas que les hommes sont très contents de voir les enfants à la rue et de savoir on ne sait pas quoi. Et toi, tu as fait un enfant, la fille a 16-17 ans, et elle avorte, elle meurt. Ce n'est pas bon. Donc, il y a aussi la santé physique et psychologique des parents. Les hommes aussi et les couples peuvent faire des économies. Mais surtout aujourd'hui, et même le gouvernement l'a reconnu, il y a des avantages sur le plan du développement. Il y a des avantages sur le plan du développement, alors parce qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'est pas organisé. Et la première organisation, c'est l'organisation de la famille. Je rappelle que Flora Chiruissa est championne et parce qu'elle a dirigé au fait le service de naissance désirable entre 1980 et 1990. Voilà pourquoi elle a été primée championne dans les secteurs de la planification familiale pour avoir consenti beaucoup d'efforts. Et à l'époque, le taux de prévalence contraceptive était de 1% et vous aviez pu augmenter ce taux à 18%. Donc championne, spécialiste dans le secteur de la planification familiale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Comment calcule-t-on ces règles? Si vous ne le savez pas, la réponse c'est dans 1001 questions santé. Pour calculer la durée de votre cycle, vous devez compter le nombre des jours à partir du premier jour des règles jusqu'au dernier jour du cycle, c'est-à-dire jusqu'au jour précédent, le premier jour des règles suivantes. La durée moyenne est de 28 jours, mais il est variable d'une femme à l'autre et chez certaines femmes, il peut être très court ou très long. Aidez-vous d'un calendrier, celui que vous utilisez le plus souvent et que vous avez l'habitude d'amener. Notez chaque jour des règles par un signe que vous choisissez, une croix, un tiret, une couleur. À partir de ces signes, vous pourrez compter le nombre des jours de votre calendrier sur lesquels vous avez marqué vos jours des règles. L'ovulation a lieu juste avant ces 14 jours. Par exemple, si les derniers jours de votre cycle est les 18 du mois, votre ovulation a eu lieu le 4 de ce même mois. L'ovulation et les 48 heures qui précèdent représentent les moments de fertilité du cycle menstruel. Chaque mois des jours de ces règles permettent de se rendre compte suffisamment tôt d'une irrégularité ou d'une absence des règles. Si vous avez un retard de règles, des irrégularités inhabituelles ou encore des saignements en dehors des règles, consultez votre médecin ou votre gynécologue. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.